Shalom à toutes et à tous. On est très heureux de se retrouver ensemble pour la paracha de la semaine. On est avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emouna Shlema. Je vois qu'il y a une demande de dédicace qui est faite en dessous. On va pouvoir la lire dans quelques instants. Et c'est parachat Vayeshev. On commence à parler de Yosef. Et bien sûr, le Yosef est toujours lié aussi à Hanouka. Le titre, l'intitulé Yosef l'aîné insoupçonné. Bechavod à Rav Ben Ishai. Non, vous m'entendez pas? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est bon. Shalom, shalom. Shalom à tous et à toutes. Et effectivement, on va parler cette semaine, Bezrat Hashem, dans la paracha de Vayeshev. Euh, Moi, je n'ai pas reçu la dédicace. Yon. Shabbat shalom. Alors, le cours est dédié à Sidney Ephraim Darmo. Allah Shalom. La semaine prochaine, il y aura probablement cours Bezrat Hashem aussi. Vendredi de la veille de Shabbat de Hanouka. Donc, on pourra aussi dédier d'autres cours Bezrat Hashem. Alors, on va parler de Yosef. On peut pas éviter de parler de Yosef. À partir de ce Shabbat, Yosef Hatzadik va occuper une place centrale dans les parachutes que nous allons lire, évidemment. Yosef est un personnage tout à fait particulier. Évidemment, on sait que c'était un tzaddik et qu'il a réussi à rester tzaddik, même éloigné de son père, de sa famille, de sa terre, alors qu'il est exilé en Égypte pendant de nombreuses années dans un cadre qui ne convient pas du tout à son identité, qui ne convient pas du tout à ses midotes, qui ne convient pas du tout à la Torah qu'il a appris chez son père. Mais je voudrais aujourd'hui aussi faire remarquer quelque chose de plus. Yosef est un personnage particulier parce que très rapidement dans la famille, on va s'apercevoir que Yaakov, le père de la famille, a une préférence évidente pour Yosef. Et cette préférence vient du fait qu'il est le fils aîné de Rachel. Or, rappelons-nous que Yaakov, au départ, avait voulu se marier avec Rachel seulement. C'était pour lui la seule femme avec laquelle il avait envisagé de se marier. Finalement, les choses se sont déroulées autrement. Mais on ne peut jamais oublier la première pensée de quelqu'un. Surtout pas de quelqu'un comme Yaakov, notre ancêtre, qui avait senti dès le départ que Rachel était la femme qui convenait à son identité, qui convenait à son âme. Et Yosef est né de cela. Alors, a priori, le Bechor est Réhouven, puisque c'est le premier-né de Léa. Mais profondément dans la pensée de Yaakov, Yosef a une qualité d'aîné. Et on va le constater quand lui-même, d'ailleurs, Yaakov va le dire. Dans la paracha, la dernière paracha du Chumash de Bereshit, quand Yaakov va demander à Yosef, son fils, de s'occuper de lui et de le ramener dans son pays après qu'il ait quitté ce monde, et il dit à son fils Yosef de la façon la plus claire,
Va'ani natati lecha shechem achad al achecha, asher lakachti miyad haemori becharbi ubekashti. Et voilà, je t'ai donné une part de plus qu'à tes frères. Cette part, il l'appelle ici Shrem, et il le dit de la façon aussi la plus claire, cette ville que j'ai pris du Émori, et j'ai dû me battre pour cela avec mon épée et mon arc. Alors, qui est-ce qui en général dans la famille reçoit une part de plus que les autres? On le sait bien. Celui qui reçoit une part de plus que les autres, c'est toujours l'aîné. L'aîné, selon la halakha, selon ce que la Torah a indiqué, est censé recevoir une double part par rapport aux autres frères. Et voilà que, très précisément, Yaakov annonce à Yosef qu'il a décidé de lui donner une part de plus. Mais, surprise, cette part de plus, il l'appelle Shrem, et il se trouve que, en fait, Yaakov a aussi l'intention de dire non seulement que c'est une part de plus, mais que c'est la ville de Shrem elle-même. Et on va parler aujourd'hui de cette ville-là. On va parler de la ville de Shrem. Et vous savez que finalement, Yosef va être enterré. Il va être enterré à la ville de Shrem. Dans la périphérie aujourd'hui, à l'entrée de la ville de Shrem, on peut aller sur le tombeau de Yosef. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, on a repris notre visite du tombeau de Yosef régulièrement. Des gens y vont, accompagnés par l'armée, se rendent sur le tombeau de Yosef. Il y a eu de très graves combats où, évidemment, on a essayé de nous empêcher l'accès à ce tombeau de notre ancêtre Yosef Hatzadik, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi grâce à nos soldats, des héros qui se sont battus pour cela, qui se sont battus pour Yosef. Il y a des vies qui ont été données pour cela, et on veut essayer de comprendre quelle est la place précisément de Shrem, de la ville de Shrem, dans la vie de Yosef. Cette ville-là, dans la vie de Yosef. Alors, on va reprendre pour ça notre paracha. Et dans notre paracha, il s'avère que notre ancêtre, Yaakov, son père, va précisément l'envoyer là-bas. Il va l'envoyer dans la ville de Shrem. Je vous lis le verset de notre paracha dans le chapitre Lamed Zayin 37 au verset 14. ויאמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. Yaakov s'adresse à son fils et il lui dit, voilà, je voudrais t'envoyer pour essayer de t'enquêter sur comment vont tes frères et comment se passe leur tâche de faire paître les troupeaux, et ramène-moi de leurs nouvelles. Et il l'a envoyé de Hébron jusqu'à Shrem. Voilà ce que dit le verset. Yaakov envoie Yosef, son fils, depuis Hébron jusqu'à Shrem. Alors, vous savez que Hébron est au sud du pays, Shrem est au nord du pays. La distance à parcourir pour aller de Hébron jusqu'à Shrem est énorme. Et en plus de ça, Yosef est envoyé tout seul. Il est envoyé tout seul, et donc
il n'y a pas de doute qu'il y a un grand danger. Et finalement, on sait que Yosef s'est perdu, qu'il est arrivé à Shrem rencontrer ses frères. Il ne les a pas trouvés et que finalement, quand il va les trouver, eh ben, voilà que ses frères n'ont pas de bonnes intentions envers Yosef. Et il a failli être mis à mort par ses propres frères et au dernier moment sauvé par Réhouven, par Yehuda, qui vont, comment dirais-je, euh, assurer sa vie en proposant sa vente. Mais finalement, il est éloigné de sa famille, il est éloigné de tout ce qui lui est cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi Yaakov a-t-il eu cette idée d'envoyer Yosef de Shrem jusqu'à Hebron? Alors, pour ça, je voudrais expliquer quelque chose d'important à propos de Yosef. Le Rav Kook nous dit que Yosef est l'intermédiaire entre l'époque des pères, des patriarches, et l'époque des fils, des tribus. Il est un personnage intermédiaire. Il n'est pas au niveau, il n'est pas de la dimension de nos pères Abraham, Israël, Yaakov. Non, il n'est pas de ce niveau-là. C'est un niveau qui ne peut pas être égalé. Le niveau des patriarches, Abraham, Israël et Yaakov, l'arrière-grand-père, le grand-père Yitzhak, le père Yaakov. Évidemment, Yosef ne peut pas les égaler. Mais d'un autre côté, il est au-dessus du niveau de ses frères. Il est au-dessus du niveau des autres tribus. Il a un côté de droit d'aînesse. Et c'est ce que Yaakov lui-même lui dit. Yaakov lui dit, écoute, en réalité, tu n'es pas un fils comme les autres. Tu es le fils de la femme avec laquelle je voulais me marier. La seule femme avec laquelle j'ai voulu me marier, Rachel. Et si je n'avais pris que Rachel, et qu'il n'y avait pas eu toute l'histoire qui s'est passée, déroulée avec Lavan, tu aurais été mon fils aîné. Yosef aurait dû être l'aîné de Yaakov. Finalement, Yaakov s'est d'abord marié avec Léa, et il a eu un premier fils qui s'appelait Réhouven. Mais Réhouven n'a pas continué d'assumer son rôle d'aîné. Et voilà que tout d'un coup, dans l'histoire des frères, apparaît l'histoire de Yosef. Très rapidement, ça va être un personnage dominant. Très rapidement, Yosef a des rêves. Il est l'homme des rêves. Il est l'homme qui continue les rêves de son père. Yaakov est un homme qui a rêvé. Il a vu, lors de sa vie, il a vu l'histoire d'Israël, les moments les plus extraordinaires de l'histoire d'Israël. Il a vu l'histoire de ses enfants se dérouler. Il a vu les anges qui représentaient les quatre empires monter l'échelle. Il a vu ces empires finalement descendre et tomber. Et Yosef
continue les rêves de son père. C'est un homme de rêve. Les hommes de rêve sont des gens très particuliers. Ce sont des gens qui, d'une part, ont les pieds sur terre, qui connaissent la réalité, mais qui ont de grandes aspirations. Ils, euh, ils sont portés par des rêves. Et le père de Yosef, Yaakov, sait pertinemment que les rêves de Yosef sont vrais. Et voilà que Yosef commence à prendre sa place. Et petit à petit, il est évident et clair pour ses frères que Yosef a un message et que ce message est très particulier. Et on va expliquer pourquoi c'est lié à la ville de Shrem. Alors, je voudrais d'abord vous expliquer un peu. Qu'est-ce que c'est Shrem? Shrem, en hébreu, c'est l'épaule. C'est le haut du corps. Il y a la tête, qui est une partie distincte du corps. Il y a le cou, qui fait le lien entre le côté élevé de l'homme, sa tête, où se situe son esprit, l'esprit de l'homme, ses sens, le sens de la vue, de l'ouïe, tous les autres sens qui permettent à l'homme d'avoir une connaissance élevée du monde. Et voilà que la première partie du corps, celle quand un homme veut porter un fardeau, celle dont il va se servir, son épaule. C'est par là qu'un homme est capable de fournir des efforts. D'ailleurs, rappelez-vous de l'expression française. Aider quelqu'un se dit l'épauler. Est-ce que tu es prêt à l'épauler? Est-ce que tu es prêt à l'aider? Est-ce que tu es prêt à le soutenir dans ses efforts? L'épaule, les épaules de l'homme sont la partie forte dans le corps de l'homme qui peut supporter de lourds poids, de lourdes, de lourdes responsabilités. D'une certaine façon, quand quelqu'un vient assurer une responsabilité, une grande responsabilité, alors il va dire, je suis prêt à prendre ça sur mes épaules. Al-Shikhmi. Et voilà que la ville de Shrem porte précisément ce nom-là. Intéressant. Pourquoi? Pourquoi s'appelle-t-elle comme ça? Rappelez-vous, la ville de Shrem est située entre deux montagnes, Har Grizim et Har Eval. D'après la tradition, ces deux montagnes viennent amener le symbole de deux forces, l'une la bracha, l'autre le contraire. C'est ce qui va se passer quand, d'ailleurs, les enfants d'Israël vont rentrer en Eretz Israël avec Yoshua, ils vont aller à Shrem. Et Shrem est encastré entre ces deux montagnes. La ville de Shrem est la ville qui se trouve précisément au creux de cette épaule, celle de droite et celle de gauche. Le Har Grizim
qui s'appelle Ar Abracha, Ar Bracha, et l'épaule de gauche, celle sur laquelle rien ne pousse, parce qu'elle a reçu le contraire de la bracha. Yosef est l'homme qui va devoir changer la situation de ce qui pouvait être négatif et d'en faire quelque chose de positif. Et on va expliquer. C'est la clé de l'histoire de Yosef. Yosef a des rêves. Ces rêves le mettent en mauvaise position. Il a failli être tué. On le jette dans un puits rempli de serpents et de scorpions. Et voilà qu'il reste vivant. Il est retiré de ce puits et il est vendu en Égypte. Un jeune homme de 17 ans, esclave, hébreu. Il n'a aucune chance de s'en sortir. L'Égypte est le contraire de tout ce que représente Israël. Et voilà que tout d'un coup, Yosef trouve grâce aux yeux de ses maîtres, même lorsque finalement il est jeté dans le puits de l'exil, il va trouver grâce aux yeux de ceux avec lesquels il se trouve, même du maître de cette prison. Il va continuer à trouver grâce aux yeux de ceux qui habitent là-bas avec lui, qui ont été jetés dans ce puits. Et finalement, il va leur résoudre leurs rêves et il va trouver grâce aux yeux du Pharaon. Il est un homme de renversement de situation, Yosef. Lorsque tout paraît perdu, depuis le moment où il tombe aux mains de ses frères, jusqu'au moment où il accède pratiquement au trône de l'Égypte, sa vie n'est que reversement de situation. Il est capable de faire passer la situation du mal au bien. C'est la force de l'épaule. Quand on est fatigué sur une épaule, on fait passer le fardeau sur l'autre épaule et on continue son chemin. Yosef est cet homme-là qui permettra toujours à l'histoire d'Israël de continuer. C'est la famine, il n'y a rien à manger. L'Égypte, le grenier du monde, est en danger. Et Yosef a la sagesse de sauver l'Égypte de la famine. Mais en réalité, pas seulement l'Égypte, mais le monde entier, à qui l'Égypte va vendre de quoi manger. Grâce à cela, le monde est sauvé. Yosef est l'homme qui rajoute, qui ne fait pas le constat de ce qui manque, mais qui s'occupe d'amener quelque chose de plus là où on pensait qu'il n'y avait plus rien à espérer. C'est pour ça qu'il porte le nom de Yosef, celui qui rajoute quelque chose. Et quand ses frères descendent en Égypte, c'est la catastrophe pour eux. Ils comprennent qu'il leur arrive des choses graves. Et petit à petit, Yosef
arrive à leur faire regretter leur démarche. Il ramène la fraternité au sein de la famille. Cette famille de Yaakov, qui est censée faire apparaître le peuple d'Israël dans toute sa grandeur, a été sur le point d'être fracassée, réduite en miettes par ce que les frères, qui n'étaient pas d'accord entre eux, ont voulu essayer, proposer, penser, faire avec Yosef. Et c'est Yosef qui va devenir la soudure de la famille. Shrem, nous dit Rashi, est un endroit très particulier. C'est une ville qui a déjà connu la présence de Abraham. Abraham, dès son départ, de là où il était, va arriver en Eretz Israël, à Shrem. Vayavor Avraham ba'aretz, ad mekom Shrem, ad Elon Moreh, ve'akenaani az ba'aretz. Vayira Adonai el Avram vayomer lezarecha, eten et haaretz hazot. Vayiven sham mizbeach l'Adonai anire elav. Le premier endroit de Canaan où Avram arrive, c'est à Shrem. C'est là qu'il rencontre le Canaani, celui qui n'est pas du tout content de ensuite l'arrivée d'Israël sur sa terre. Et là-bas, à Shrem, Avram reçoit la promesse qu'il aura une descendance et que sa descendance va hériter du pays de Canaan. L'histoire d'Israël sur sa terre commence à Shrem. Quand Yehoshua va faire passer au peuple d'Israël le Jourdain et qu'il va le faire s'installer sur sa terre après l'avoir conquis, le dernier chapitre du livre de Yehoshua, le livre de la conquête d'Eretz Israël, le dernier chapitre se déroule à Shrem. Et à nouveau, Yehoshua fait prêter serment au peuple d'Israël tout entier, de rester fidèle à son Dieu, pour toujours, à jamais, à Shrem. Mais Shrem aussi nous disent nos sages dans le traité de Sanhédrin, un endroit qui est Mouad les Pouranout. Shrem est l'endroit où s'est passée malheureusement l'histoire tellement triste de Dina, enlevée par le fils du roi de Shrem, qui a voulu kidnapper Dina, s'emparer de l'identité de la fille de Yaakov. Shrem est l'endroit où a été vendu Yosef, a été atteint l'unité du peuple déjà à l'époque de Yosef. Shrem est l'endroit où va apparaître le schisme du royaume d'Israël. C'est à Shrem que l'empire d'Israël
celui qui avait été édifié par David et Shlomo. Ce royaume extraordinaire, ce royaume dans lequel à Yerushalayim avait été édifié le temple, c'est à Shrem que ce royaume va être déchiré en deux, entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Shrem peut être l'endroit des grandes promesses, telles qu'elles ont été faites à Abraham lorsqu'il est arrivé de Haran pour la première fois en Eretz Kenaan, de l'endroit aussi où Yahushua fait le renouvellement de l'alliance entre Israël et son Dieu. Shrem peut être aussi l'endroit d'un déchirement au sein même du peuple d'Israël. Dina kidnappé, Shrem, l'endroit où Yosef est vendu, Shrem, l'endroit du schisme. Et c'est pour cela que Yaakov envoie Yosef à Shrem pour supporter ce fardeau, pour faire que toujours ce qui peut être mis en danger, ce qui peut être une histoire de vie ou de mort, pour l'identité, pour la survie du peuple d'Israël, peut être récupéré au dernier moment par cette force de Yosef, qui est la force de la cohésion, la force de celui qui est toujours prêt à aider, de celui qui est prêt à mettre son génie à la disposition de sa famille, de ses frères, de son père, pour garder l'unité du peuple et faire que l'identité d'Israël ne se perde jamais. Les parachiotes de Yosef sont toujours les parachiotes de l'époque de Hanouka. À l'époque de Hanouka, les Grecs ont eu deux démarches vis-à-vis d'Israël. Premièrement, nous amener à une assimilation qui aurait pu provoquer une dissociation, un éclatement du peuple. Pour ceux qui suivaient les Grecs et ceux qui voulaient rester fidèles à leur identité, à la Torah et aux mitzvot. Et en plus de ça, les Grecs, comme à l'époque, ont voulu kidnapper notre identité. Ils l'ont fait en obligeant les filles et les femmes d'Israël à passer dans leur camp, forcés, obligés. Et voilà que les Hashmonaïm sont apparus. Et ils ont réussi deux choses extraordinaires. Ils ont réussi à se battre pour l'identité. Ils ont réussi à faire tchouva à ceux qui s'étaient hellénisés. Et ils ont réussi à tenir tête et à combattre cet empire qu'était la Grèce en prouvant que nous étions capables, nous aussi, d'avoir toute la vaillance nécessaire
pour tenir tête à ceux qui voulaient s'emparer du monde pour lui enlever son âme et faire que notre monde ne soit qu'un monde dénué de tout sens, de toute foi, un monde qui serait laïque, un monde qui n'aurait aucune chaleur, un monde qui aurait perdu finalement sa vie. La fête de Hanouka est représentée par cette flamme qui a été rallumée, cette chaleur qui est venue éclairer, cette force du peuple d'Israël qui, à partir d'une toute petite fiole, a réussi à faire briller un feu qui depuis ne s'est jamais éteint. Non seulement il ne s'est jamais éteint, mais il est en train de raviver un feu tellement fort que prochainement on entrevoit déjà comment la menorah va retrouver sa place dans le Beth Amikdash pour éclairer le monde entier. Shabbat Shalom et Hanouka Sameach à tous nos amis et toutes nos amies. Bezrat Hashem. Amen Ken Yeh Ratzon. Amen, Kenny Ratson, Toda Rabba Rav, merci à toutes, à tous. Vous pouvez ouvrir vos micros et souhaiter Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Shabbat Toda shalom. rabba, Shabbat Shalom. Shabbat Toda. Shalom. Shabbat Merci. Shabbat Shalom. shalom, toda rabba rabba. Shalom. Shalom, Hanouka Shabbat Sameach. Shalom à Shabbat tous. Shalom. Chanukah Shabbat shalom Sameach. u'brach. Hanouka